Bonjour les amis, bonjour David. Salut Sébastien. Salut. Le jardinier de Taverne qui est avec nous. On embrasse notre journaliste Sophie, alors j'ai oublié son nom, de France 5. Jouvillard. Voilà, qui était avec nous la semaine dernière. On aura l'occasion de la retrouver prochainement sur les écrans. Donc, oui, on pourra nous voir tous les trois. Exactement, dans l'émission Échappée d'elle. Donc ce sera la fin du mois de mai. Oui, le 27 il me semble. À noter. Alors on se retrouve cette semaine encore, Sébastien, David, pour parler des plantes cette semaine. Oui. Alors je ne sais pas si on peut dire que ce sont des plantes aromatiques. Ce sont des plantes aromatiques. Sébastien. Et aussi ornementales. Et en fait, on n'avait pas d'idée et tout simplement je suis allé dans le jardin. Je me suis baladé et j'ai dit qu'est-ce que j'ai dont on n'a pas parlé. Et j'ai trouvé quelques petites choses dont on va parler cette semaine, dont l'armoise. Et en fait, il y en a même une qui est vraiment une aromatique très connue, qui est l'estragon, qui est une armoise. Et il y en a d'autres qui sont connues dans d'autres régions. Il y a l'aronne, qui est une armoise avec laquelle on fabrique un alcool. Le génépi, je ne sais pas si vous connaissez le génépi. Oui, c'est une armoise. L'alcool, le génépi. Donc c'est le genre Artemisia. Et c'est une plante de Méditerranée. Donc Artemisia, c'est quoi ? C'est le genre de Artemisia vulgaris, c'est l'armoise commune, et Artemisia c'est le genre auquel appartiennent les armoises. Donc après il y a Artemisia, plein d'autres choses. J'ai pas noté tous les noms parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a 300 espèces. Mais c'est vraiment une plante de Méditerranée qui est connue depuis l'Antiquité. Plante de terrain sec, plante de rocaille, plante résistante à la sécheresse, comme toutes celles que je vends d'habitude. Une de plus à ajouter au jardin. C'est sauvage Ça vient de, comme toutes les plantes de ce type-là, on la trouve en sauvage. On trouve des armoises en sauvage, mais c'est devenu une plante cultivée. C'est sûr, ressemble à l'immortel. Il y a toujours des molécules communes, je pense, qui peuvent nous rappeler des odeurs. Non, mais même à la feuille, c'est laquelle c'est celle-ci ? Ça, c'est l'armoise vulgaire. L'armoise vulgaire ressemble un peu à l'immortel. Ouais, parce que Sébastien nous a amené, comme il y a quelques semaines, les plantes sur le plateau. Donc on a l'occasion de toucher, réagir en direct. De sentir. Donc, ça sent fort, hein, quand même. Elle était aussi connue chez les Gaulois, et le nom, il est assez joli, je trouve. Hein, ça tire son nom de la déesse Artémis. Et voilà. Et voilà, c'est pour ça que tu poses la question. La déesse, cher ami. Ah ouais, ben là, on revient au dieu de l'Antiquité. Mais je pense que de toute manière, il y a toujours des passerelles entre... Exactement. Surtout des plantes qui étaient connues, réputées pour être médicinales. Donc on les associait à beaucoup de pratiques mystiques ou à des pratiques religieuses. Donc voilà, l'absinthe que vous connaissez, c'est aussi fabriqué avec de l'armoise. Et le génépi, l'estragon, voilà. Alors c'est un gros buisson. Moi personnellement, je trouve que c'est une ornementale magnifique. Déjà parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Alors il y a des feuillages qui sont argentés, blancs, bleutés, plus dans des gammes de vert. Ça fait des buissons très réguliers, vraiment très beaux. Et ça a une utilité dans ton jardin. Ça a une utilité dans le jardin comme toutes les plantes aromatiques. À partir du moment où tu as une odeur forte où tu as une floraison, tu as une utilité. Et en plus de ça, comme c'est une plante médicinale, moi je m'y intéresse un petit peu de plus en plus. Donc plus tu as de plantes différentes, plus tu as une pharmacopée. Et une fois qu'on l'a planté, est-ce qu'il faut replanter ou est-ce que Non, c'est une plante vivace. C'est vivace, donc pareil, pas beaucoup d'entretien puisque ça résiste à la sécheresse. Il y a juste un peu de taille quand on veut lui donner une forme, mais sinon on la plante, on l'arrose un petit peu au départ et puis après on la laisse vivre sa vie des années. C'est pas trop invasif, hein? C'est pas invasif du tout, au contraire, ça fait un buisson vraiment rond. Ouais. Donc c'est vraiment une plante qu'on va pas tailler beaucoup d'ailleurs. Hein. Elle trouve sa place, ça va faire 70 cm, 80 cm de haut. Elle trouve sa place et après elle garde sa taille là. Ça se plante au soleil en plus, donc des endroits qu'on peut avoir très secs, caillouteux. Elle va s'y plaire sur des sols pauvres. Donc même si on a un jardin, on dit il n'y a rien qui pousse, c'est une plante qui va pousser quand même. Ça se plante au printemps ou à l'automne, donc on a deux chances de pouvoir la planter. C'est vraiment tendre comme branche, donc ça se taille vraiment très facilement au ciseau. Celle-ci c'est quoi? Celle-ci, c'est l'aronne. C'est une variété d'armoise, je me souviens plus le nom latin, mais on fabrique un alcool dans le Dauphiné qui s'appelle l'arquebuse. Moi, vraiment, je trouve, je suis pas seul à trouver que ça sent le bonbon au Coca-Cola. Et Coca-Cola. Dites-moi, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que dans la cuisine, on utilise l'armoise? Je mentirais si je vous dis que j'ai déjà utilisé. Toi, David, l'estragon, oui. Bon, alors l'estragon, qui est une armoise, oui. Chez nous, on l'utilise, ça se met dans le vinaigre. Les deux là, tu sais comme ça sent fort quand même. Ouais. J'ai jamais utilisé, il faudrait essayer, j'ai jamais utilisé. Alors, elle s'utilise dans les régions où elle est vraiment cultivée, elle s'utilise sur les volailles, les gâteaux, elle s'utilise dans les rôtis. Donc elle a beaucoup d'usages. Celle-là encore, je la verrais bien sur un rôti, celle-là elle est forte. Alors celle-là, elle est vraiment, apparemment j'ai trouvé, ils font une liqueur dans le Dauphiné qui s'appelle l'arquebuse. La sauge, il y a un peu de saveur de sauge là. Alors celle-ci,
elle est originaire de Turquie, la Rhône, ça, cette armoise-là, qui s'appelle la Rhône. Et les feuilles fraîches sont utilisées en salade. Ah ouais. Je trouve ça surprononcé parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est un peu fort. Elle est utilisée avec de la viande, elle est utilisée dans les vinaigres, pour aromatiser le vinaigre, comme l'estragon, et pour apprêter les rôtis. Ben dis donc, on en apprend des choses dans cette émission. Et comme toutes les plantes médicinales comme ça, un peu fortes, elle est recommandée, je crois, pour les voies respiratoires, la digestion. Ouais, la plus utilisée, c'est quand même l'estragon. La plus utilisée, c'est l'estragon. C'est en tout cas, nous, on connaît le mieux. Après, je pense que ça dépend des régions. Hein. Il y a des vertus médicinales quand même importantes. Oui, alors c'est toujours pareil avec les vertus médicinales. Il y a ce qui relève de la tradition et ce qui relève de la recherche scientifique. Donc ça, je laisse les gens aller vérifier par eux-mêmes parce que je n'ai pas donné de conseils dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on retrouve très souvent des usages médicinaux sur toutes ces plantes-là, même sur l'estragon. Ah oui. Et toi, David, par rapport aux senteurs, même si tu n'as pas encore utilisé l'armoise dans ta cuisine, par rapport à tu as le produit entre tes mains là, tu sens. Ouais. Est-ce qu'il y a des idées qui te viennent en tête? Alors, on parlait du poulet, du rôti, un poisson par exemple, non? Oui, un poisson, mais il faut faire gaffe parce que ça prend vite. C'est puissant comme plante. Il faut trouver le bon dosage. Nous, on a déjà utilisé l'immortel dans notre cuisine et c'est déjà une plante aromatique nostrale, je dirais, qui est assez puissante, donc qu'il faut maîtriser parce que ça prend vite le dessus sur ton plat. Celle-ci, là, comment tu dis que ça s'appelait celle-ci? L'armoise commune. Ouais, celle-ci, on peut en faire même une glace. Tu vois, sur un tartare de poisson, on pourrait en faire une glace pour faire le contraste entre le iodé et la terre. L'estragon, on l'utilise beaucoup plus facilement sur un poisson, sur une viande, dans une sauce tomate ou dans une sauce à base de courgettes pour relever un peu le goût. On en a plus la facilité et l'utilisation. Ça rentre plus dans notre quotidien de cuisinier. L'armoise, les deux que j'ai là, je vous mentirais si je vous dirais que je l'ai déjà utilisé. Même s'il me soumet souvent ces idées un peu folles. Mais celle-ci, pour moi, est trop forte, voilà. Ouais, trop forte. Pour toi? Moi, je n'ai pas ton expérience à ce niveau-là. Alors, je peux juste dire pour l'estragon qu'il y a une propriété qui est reconnue par la science, c'est ses propriétés antioxydantes. Il contient des antioxydants, donc ça, frais, quand tu la coupes fraîche, bon là, elle est un peu flétrie, c'est normal, mais c'est extraordinaire. Et j'ai remarqué que selon l'endroit où elle est plantée, encore une fois, elle était un petit peu à l'ombre d'un arbre. Et les plantes, c'est une plante comme toutes les armoises qui résiste bien à la sécheresse, en plein soleil, elle parfume plus. Là, quand je la coupe à l'ombre, elle a moins de parfum. Par contre, j'en ai mis une branche à la bouche et là, il n'y a pas de doute, c'est très fort. Est-ce qu'il ne faudrait pas les Alors, ça se sèche, l'estragon, vraiment, ça se sèche à l'ombre et ça se réduit en poudre. Ah, en poudre. Ouais. Mais est-ce qu'il faut les mettre à l'envers? Oui, on peut les mettre à l'envers ou en tout cas, voilà, pas quand on les met à plat, ça sèche mieux suspendu. Bon, mais voilà, si vous avez un petit bout de jardin, n'hésitez pas à mettre de l'armoise dedans. Alors, en plus, il y en a plein. J'ai dit 300 espèces, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de types de floraisons différentes et il y a un grand nombre qu'on peut utiliser en cuisine. Donc, et pas d'entretien. Alors, je crois pas que ce soit mellifère. La floraison, de ce que j'ai lu, est pas très intéressante et ça fait des petites fleurs jaunes pour celle que tu as à la main, pour l'armoise vulgaire. À tenter donc, à tenter. Faire des expériences. Exactement. On se quitte, demain on parlera de la rose, me semble-t-il. Alors on parlera de la rose demain. Allez, demain. Ouais. À demain donc, David. À demain. Bonjour les amis, bonjour Sébastien. Bonjour. David. Salut à tous. Comment allez-vous en ce mercredi? Très très bien. On se rapproche de l'été tout doucement. Oui, c'est vrai. Bientôt on va parler des melons, des pastèques, des pêches. Ouais. Bientôt il va arriver les mains chargées. Je l'espère. Et ça me plaît. Alors, on a parlé de l'armoise hier, donc cette plante aromatique, donc on a bien compris qu'il y a toute une diversité de plantes, dont l'estradon fait partie, c'est ça? Dont l'estradon fait partie. Sébastien. Aujourd'hui, on va parler de la rose. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans une émission, ça sent très bon, lorsqu'on est dans une émission, on parle, je dirais, de plats, de cuisine. Est-ce que la rose y a toute sa place? On peut se poser la question. Dans la cuisine, oui. Ouais. Surtout dans la pâtisserie. Hein. Dans la pâtisserie, moi, pâtisserie orientale, il y a beaucoup de... J'ai découvert la rose dans un dessert indien qui s'appelle le kulfi, c'est une glace, et c'est un délice. Et encore une fois, c'est en me promenant dans mon jardin en cherchant des idées pour l'émission, je dis mais
on n'a jamais parlé de la rose. J'avais planté cette variété-ci spécifiquement parce qu'elle a un très fort parfum. C'est une variété ancienne qui a un très fort parfum. Et je me suis dit, elle s'appelle Jules Verne, celle que j'ai amenée sur le plateau. Ça sent très bon. Tu as vu, on retrouve l'odeur de la rose. Ouais. Et elle a des pétales jaunes et roses, magnifiques. Et je me suis dit, ben voilà, c'est encore une chose dont on peut parler. Et j'étais sûr que David aurait des idées, des choses à dire dessus. Mais la rose, c'est plus un ornement en général, une plante ornementale. Et il y en a beaucoup quasiment dans tous les jardins quand même. Exactement. Et du coup. Avec beaucoup de pucerons dessus. Mais on est allé, ce que je trouve ces dernières années, on est allé beaucoup sur des variétés. J'ai beaucoup vu de variétés qui étaient belles esthétiquement, avec des rouges très prononcés, des boutons très bien formés, mais qui avaient beaucoup moins de parfum. Et moi, ce qui m'intéresse dans les fleurs, c'est l'odeur en fait. Ah, celle-là, elle est très odorante. Donc ça, c'est la rose Jules Verne. Hein, c'est la rose Jules Verne. Et on la montre à la caméra. Les roses, il y a des dizaines de milliers de variétés. On fait de la sélection depuis très longtemps. Alors, à chaque fois, je vous donne de ce qu'on connaît des plantes. On peut remonter très très loin. On sait que ça vient de loin en général. Alors, la rose, je crois qu'on va avoir le record de l'émission parce que les premiers rosiers, c'est 35 millions d'années. Bon. Donc, on a même du mal à concevoir que c'est des plantes qui puissent être aussi vieilles. Hein. C'est son arrière-grand-mère, elle a 35 millions d'années. Et c'est la fleur la plus cultivée au monde. Ça, sans aucun doute. J'imagine. J'ai trouvé un chiffre. C'est anecdotique, mais le marché en 2008 de la rose, c'est 730 milliards d'euros. Ouf. C'est pour ça que tu les plantes. C'est incroyable. Mais alors, c'est vrai que la rose, bon, il y a beaucoup de symbolisme à travers la rose. Il y a dans toutes les cultures, mais qu'on aille chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Chinois. Alors, c'est vraiment l'hémisphère nord, par contre, la rose. Ah, quand même, ouais. Ses origines et sa culture. Mais on trouve une symbolique, en plus une symbolique différente et propre à chaque peuple. Également des propriétés médicinales. Hein. Au Moyen-Âge, on lui attribue certaines propriétés. Et je me suis dit, je vais tracer un historique de la rose. Et quand j'ai vu l'ampleur de la tâche, je me suis dit non, je vais être obligé d'être partial dans ma sélection parce que au fur et à mesure, tous les siècles, on peut avoir quelque chose à dire sur la rose, sur la symbolique, sur les croisements, sur son histoire. Elle était appréciée comme ci, comme ça, mangée, cultivée. C'est vraiment incroyable. C'est d'une richesse incroyable. On pourrait faire, je pense, une semaine entière sur la rose si on devait en parler, juste de son histoire. On va simplement dire que voilà, toutes les cultures en parlent, la connaissent, la vénèrent et elle est vraiment appréciée. C'est vraiment une plante qui est appréciée. Ça se mange cru comme ça, la rose. On peut manger les pétales crus. Je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Alors, voilà, on arrive au deuxième aspect de l'émission du jour à propos de la rose. Ouais. Moi, je vous avoue que j'ai jamais mangé de rose en fait. Ben, moi, je t'avouerais que je sais pas toi, David. Moi non plus. J'ai mangé de la capucine, j'ai mangé du bougainvillier. Mais jamais mangé de la rose. Donc les pétales se mangent. Les pétales se mangent en salade et Et ça, si je la mange, je peux la manger en direct. Je peux la manger direct. Et tu ne vas pas et vraiment, il y a des glaces. Voilà, cette glace indienne qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle le kulfi, je crois. Si je meurs, tout va m'affecter. Et voilà, c'est le parfum de cette glace. Moi, j'adore ça. Et ils le servent avec, je crois qu'il y a dans ce sorbet, il y a de la rose et de la cardamome. Quand même amer. On va quand même poser la question à David qui vient de manger quand même des pétales de rose. Alors David, quel goût ça a? C'est la première fois pour toi. Hein. C'est astringent et c'est amer. C'est amer quand même. Ouais. Alors c'est fou parce qu'on n'a pas du tout. On retrouve pas le parfum en bouche. Voilà. Pas du tout, mais alors pas du tout. La senteur. Mais je pense qu'il est dans les pétales au cœur. Je pense déjà il doit y avoir une différence entre les pétales du centre et les pétales du. Là c'est très vert. C'est comme l'artichot, plus on creuse et plus c'est tendre, c'est ça? Je pense. Là c'est très vert. Et quand on sent la fleur, c'est le cœur de la fleur qui est parfumé. Hein, Mais tu mangerais pas une rose entière en fait, hein? Non. Hein. Alors on peut les faire cristalliser en pâtisserie avec dans un sirop donc à base d'eau et de sucre. On peut les faire cristalliser, les faire sécher. Et sinon on en fait aussi des préparations, l'eau de rose. Exactement. Hein, l'eau de rose sert à agrémenter certaines pâtisseries orientales. Et moi j'ai utilisé l'eau de rose dans la préparation de sorbet, litchi rose, qui est une recette de Pierre Hermé à la base. Qui fait des glaces en trilogie sur une eau de rose avec de litchi. Et moi, j'ai travaillé l'eau de rose sur un biscuit qui aromatisait un dessert. Alors, comme ça, quand on est en eau de rose, on a vraiment le parfum de la rose. Là, quand je la goûte en direct avec vous, on a une astringence assez importante.
Ouais, je pense que c'est une plante qui se cuisine. On va essayer d'extraire justement ce parfum. Après, il y a plusieurs variétés, Sébastien. Je pense qu'il y a une différence de goût aussi par rapport à... Comme il y a des différences de parfum, il y a des différences de goût. Je t'ai dit des dizaines de milliers de variétés. Donc, ça laisse autant de potentiel. Plus toutes les variétés anciennes, les grimpants, les sauvages, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de cette plante sauvage grande, longue, comme un arbuste. Qui fait des petites roses et dont on mange les fruits, l'églantier, je crois. Voilà. Alors là, il n'y a pas d'épines sur celle-là. Il y a toujours des épines roses. Mais il me semble que si on... Pas sur cette tige-là, celle-ci, elle fait sur le tronc, tu vas avoir des épines, effectivement. Mais il y a des variétés de roses qu'on cultive pour la vente en bouquet qui n'ont pas d'épines. Ouais. Purée. Et dis-moi, tu mets les rosiers comme on mettait les rosiers dans les vignes ou... Alors, j'avais cru comprendre, je vais peut-être dire une bêtise que je ne suis pas à certitude, mais je crois déjà que c'est un révélateur parce qu'elle tombe malade avant la vigne, parce qu'elle est plus fragile, et donc c'était un signal pour passer les traitements. Mais aussi, les pucerons se mettaient à la base là, de la rose. Pareil, je pense qu'ils se mettaient avant. Je pense pas. S'il y a des pucerons sur la rose, s'il y a une attaque globale, elle va être partout. Donc ça permet de détecter et de traiter. Mais de toute façon, ça attire des insectes, ça attire beaucoup d'insectes, la rose. Déjà par son parfum fort, ça attire les abeilles, ça attire tout un certain de papillons, d'insectes pollinisateurs. Et comme je le dis toujours, plus on a de plantes comme ça dans le jardin, mieux c'est. Et je vois souvent des rosiers près des vignes, il y a un rapport c'est un peu ce que je disais, c'est cette idée de... il me semble que c'est pour détecter le rosier étant fragile, va tomber malade vite, va avoir des champignons qui vont se développer très vite sur lui, et donc on sait que ça va être le moment de traiter. Moi j'ai toujours vu dans les jardins, mon père en a dans son jardin, j'ai toujours vu les rosiers infestés de pucerons. Alors moi je n'ai pas de pucerons sur mes rosiers. Alors c'est pour ça que je me dis, ils mettaient les rosiers pour attirer les pucerons. Il ne faut pas qu'ils soient sur leurs tomates ou sur leurs courgettes. Alors je pense que de ce point de vue-là, de toute façon, encore une fois, quand le puceron est présent et qu'il se multiplie, qu'il se développe, il ne se limitera pas au rosier. Au rosier, il va attaquer les autres aussi. Voilà, je pense que souvent les pucerons, c'est le signe qu'on a trop engraissé le sol et trop nourri la plante. La nourriture est trop riche. Ah oui. J'ai jamais eu de pucerons sur mes rosiers, je l'ai sur certaines plantes, mais effectivement, un des signes premiers qu'on a du puceron, ça va indiquer qu'on a trop de nitrates dans le sol. Ben voilà ce qu'on peut dire sur la rose. Donc, je ne sais pas si tu vas utiliser la rose Bystrothelle ou à l'altroverse, David, dans les semaines qui viennent. En mode nature comme ça, je te doute. Non. En mode nature, non. Mais voilà. Par contre, tu pourrais faire une eau de rose avec moi. Oui, l'eau de rose, oui, volontiers. Il peut même faire un film à l'eau de rose. On se quitte les amis, on se donne rendez-vous demain avec une nouvelle thématique. À demain. À demain. Bonjour David. Bonjour mes amis. Le jardinier de Tavera, bonjour. Bonjour. Sébastien qui est avec nous en ce jeudi. Alors, on a parlé de la rosière, qui est une fleur ornementale, mais pas seulement, on l'a bien compris, puisqu'on peut l'utiliser également pour la cuisine, David. Oui, pour la pâtisserie, la cuisine. Alors aujourd'hui, Sébastien, quelle thématique nous as-tu choisi? Alors, je me promenais dans mon jardin et j'ai vu qu'il y avait des oseilles. Des oseilles? Oui. Et alors... à Rombicha en Corse. Voilà, à Rombicha en Corse. Je crois que si je dis pas de bêtises, le nom latin c'est Rumex pulcé. Et patience violon, j'ai trouvé ça aussi comme nom. Et en fait, parce qu'il a la forme d'un violon en fait. Vous voyez, il a la caméra. Ah oui, effectivement. Voilà, il a la forme d'un violon. Ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est une plante qui est vraiment très répandue dans les milieux sauvages. Tu en as un paquet dans ton jardin. Il y a beaucoup dans mon jardin. En fait, je la laisse dans les allées parce que tout simplement, elle a une racine très puissante. Je peux la faucher plusieurs fois et elle va refaire des feuilles. Ces feuilles, moi, je les utilise en paillage, en compostage. Donc, c'est partie des plantes que j'envisage même de semer en rang, qui vont supporter d'être débroussaillées en permanence, qui vont repousser. Et d'ailleurs c'est une plante aussi qu'on utilise sur des formations que je fais. On parle de ces plantes qu'on appelle plantes bioindicatrices. C'est une plante qui va pousser que dans un certain type de milieu et déjà très humide, parce qu'il faut que ce soit humide, hein. Alors pas forcément. Ce que ça va indiquer surtout, c'est qu'on a un sol tassé et asphyxié. Et en général, quand on a 2-3 plantes qui indiquent la même chose, c'est très révélateur. On n'a pas besoin de faire d'analyse de sol. Quand on va chez toi, c'est dans les sillons. Enfin, exactement, parce qu'on marche dans les sillons, le sol est tassé dans les sillons. Ouais. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus que ça qui pousse parce qu'on tasse le sol et les autres plantes, le sol est trop dur, on n'arrive plus à pousser. L'oseille, avec sa grosse racine profonde, elle y arrive quand même. Et il est fort, ce mec.
Et voilà, donc fait partie des plantes qui peuvent permettre de se passer d'analyse de sol et d'indiquer la nature d'un sol parce qu'elle est présente en grande quantité. Et ça, tu t'en as aperçu Ça, je l'ai appris sur des formations avec un botaniste, compte rendu de formation, parce que je n'avais pas pu y aller, d'un homme qui s'appelle Gérard Dussert, qui est un botaniste qui travaille sur ces thématiques-là. Et on peut déterminer l'approche à avoir avec un sol simplement en regardant les plantes qui poussent dessous. Ça va nous indiquer la nature du sol et on peut dire ben voilà, il va falloir faire ça parce qu'il y a telle plante. Et le rumex, c'est typiquement une plante qui va indiquer quelque chose. C'est un exemple qu'on cite parce que c'est l'une des plus emblématiques de ce type de science. En fait, c'est une plante qu'on peut trouver dès qu'on a un terrain en Corse, on a quasiment. Il y en a partout. Il y en a des différentes. Il y en a des différentes. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, mais elle est quand même, une fois qu'on la connaît, elle est quand même très agressive. Notamment cette forme de feuille de violon. Il y en a une qui est beaucoup plus en pointe. Voilà. Et c'est pas la romiche. Celle dont tu parles est beaucoup plus amère, astringente, acide. Elle a des petits points rouges. Ouais. Les petits points rouges, tu peux l'avoir sur celle-ci aussi, parce que c'est une réaction de la plante pour se défendre. Elle sécrète des phénols pour se défendre d'insectes ou de champignons. Alors pourquoi la cultiver ? Est-ce qu'on la cultive déjà et non, quel est l'intérêt finalement ? Non, on la cultive pas. J'ai envisagé de le faire justement parce qu'on la mange. David en parlera. C'est une plante qui est consommée traditionnellement chez nous. Mais elle pousse tellement facilement en sauvage que pour l'instant j'ai pas envisagé de le faire. Et si je réfléchis à le faire, ce serait plutôt pour maîtriser l'aspect feuilles tendres, pas avoir des vieilles feuilles coriaces. Samedi matin j'étais sur le marché et Marie-Claude Scarbon qui en vendait en bouquet. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, donc il suffit de se baisser et ramasser. On le retrouve au marché ensuite. Si on doit apprendre à la cueillette en sauvage, c'est la première à laquelle se pencher parce que c'est le plus facile. À reconnaître. Ouais. Voilà, à reconnaître. En plus, ça se cueille de septembre à avril, donc la période de cueillette est quand même très longue. On est sur la fin donc. Hein. Là, on est sur la fin et elle commence à devenir coriace, dure. Après, la consommation, il faut modérer, surtout quand on a des problèmes de reins, parce que ça contient, comme beaucoup de plantes de la même famille d'ailleurs, de l'acide oxalique qui n'est pas détruit par le corps. Et quand on a des calculs rénaux, mais en fait, ça vient créer des calculs quand on en mange de grosses quantités. Même à la cuisson, même à la cuisson, ça s'en va pas bien à la cuisson sur cette variété-là. Il y en a dans les blettes de l'acide oxalique, il y en a pas mal de plantes, mais il y en a beaucoup en fait dedans. C'est pour ça. Et il y a certaines plantes qu'il faut recuire 2 fois pour se débarrasser de ça. Donc c'est bien de le noter quand même, hein, parce que si on en trouve beaucoup et qu'on en mange beaucoup, il faut mieux faire attention quand même. Sinon, c'est une plante. Comme ça va être une sauvage, les sauvages de toute façon, c'est rare d'aller régulièrement. C'est moins facile à récolter qu'un légume qu'on a dans le jardin, donc on va jamais en récolter de grosses quantités. Donc je pense que de toute façon, on n'a pas besoin. On va faire la soupe. Voilà. On va ramasser la robe. On l'utilise comment alors, David dans la soupe, ça fait partie. Ça intègre les 13 herbes qu'il faut mettre dans la soupe d'herbes sauvages. Et ça peut s'utiliser pour faire des farces de cannellone, des farces de feuilles de briques. On le hache donc avec des œufs. On le hache, on le cuit comme on cuit un épinard ou comme on cuit une feuille c'est proche. Une feuille de blette. Oui, ça ressemble en fait. Hein. Ça ressemble même en cru, c'est un petit peu, j'ai goûté, c'est un petit peu astringent quand même. Ouais. C'est pas très. Mais on va refaire goûter David, il va finir la semaine le pauvre. Non, mais déjà qu'il a mangé une rose cette semaine. J'ai déjà goûté cru en cueillette, j'ai déjà goûté. Il y a plus ou moins des feuilles plus ou moins grandes, des plus ou moins tendres, plus ou moins faciles. De toute façon, après maintenant à cette période, on le voit, elle fait un bâton. Alors effectivement, c'est encore une fois une plante qui va être très vite attaquée par des pucerons. Et moi je trouve que c'est très bien parce que du coup quand il y a des pucerons très tôt, il y a aussi des coccinelles qui vont pouvoir manger très tôt et donc qui vont rester sur le terrain parce qu'elles ont leur nourriture. Parce que si les pucerons s'installent sur les légumes, le temps qu'il y ait une régulation qui se fasse par les pucerons et tous les insectes qui vont réguler par les coccinelles et tous les insectes qui vont réguler les pucerons, parfois ça se synchronise mal. Donc quand on a des plantes comme ça sauvages qui précocement sont attaquées par les pucerons, il faut les laisser. Faut pas se dire il y a les pucerons, je coupe comme ça je n'en aurai plus. Non, c'est l'inverse. Laissez les pucerons, ils vont attirer les prédateurs et vous aurez les prédateurs présents. D'accord. La coccinelle, en plus, elle raffole de ça. Elle raffole de ça, mais c'est pas la seule. Il y a les chrysopes qui sont des petits insectes avec des ailes transparentes et des yeux dorés qui vont pondre dans les œufs des pucerons et il y en a plein d'autres. Donc quand on a des coccinelles dans son jardin, c'est plutôt bon signe alors. C'est plutôt bon signe. Ouais. Et pour avoir des coccinelles dans son jardin, il faut s'abstenir de mettre des pesticides. Parce que les pesticides, ça va tout aussi bien détruire les insectes. C'est un peu logique. Hein. Voilà. C'est un peu logique. Ça fait toujours le bonheur des enfants, ça, hein, quand même, comme insecte. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand on était gosse, on s'amusait avec. Bah oui. Donc en fait, vous pouvez considérer que l'oseille qui monte à graines, qui est en train de faire son bâton, c'est un appât à coccinelle. Voilà.
Et après, ça peut tout à fait se cultiver. Hein. Ça fait dans quelques mois, ça va faire des petites boules qui s'accrochent d'ailleurs un petit peu aux vêtements. On peut semer ça dans une zone un peu tassée pour avoir de l'oseille à récolter. Quand tu la sèmes, une fois que la main de l'homme a mis sa main dessus, justement, elle ressort de la même façon. Si elle s'y plaît, si le sol, encore une fois, elle va se plaire dans les sols tassés, asphyxiés et peu poreux. Donc on a souvent des sols comme ça autour d'une maison, on va beaucoup marcher, un peu piétiner. Ouais. Donc c'est une plante qu'on peut presque piétiner qui va survivre. C'est une vivace en plus. Donc elle reste en place, elle a sa grosse carotte, sa grosse racine profonde. C'est la warrior des plantes quoi. On peut marcher dessus, l'écraser. Le gyrobrailleur, on peut même le couper à une partie de la tête, ce qui va sortir du sol, elle repart. Elle repart. Ouais. Même si elle a la sécheresse, même si elle a des inondations. Donc c'est un peu pour ça qu'on la retrouve qu'elle est signe de sol maltraité, parce que c'est la seule qui pousse dans les sols maltraités. Donc voilà, c'est une plante intéressante. C'est une plante intéressante et en plus que l'on peut manger, donc tu l'as dit, dans la soupe. Oui, dans la soupe. Vous la considérez comme une blette ou un épinard. Voilà. Comme on traite les blettes et les épinards, on peut en faire une farce dans une feuille de brique ou dans un feuilleté. Un feuilleté aussi, ouais. Ouais, un petit feuilleté. Je pense que de toute façon, dans les années à venir, on va voir un retour en force parce que les gens veulent de la diversité du goût, il me semble en tout cas, qu'on va avoir un retour en force de ces plantes sauvages. Il y a déjà, je pense. Hein. Et peut-être même que, comme je l'envisage moi, il y a d'autres personnes qui vont envisager de la cultiver et ça va revenir sur la table. La cultiver, c'est encore une autre histoire, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ramassent. Moi, je les vois souvent, quand je suis en cueillette, il y a pas mal de gens qui ramassent des herbes sauvages, comme on ramasse les champignons. Et c'est bien que ça ne se perde pas. Eh ben c'est bien, merci en tout cas de nous faire découvrir donc cette plante, on a bien compris, qui est chez nous très 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 répandue dans toute la Corse. On se quitte les amis, on se donne rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine. À demain. Bonjour les amis, bonjour David. Bonjour l'amiacé. Comment tu dis là ? L'amiacé. Salut Sébastien. Bonjour. Qui nous arrive tout droit de Tavers exprès pour cette émission. Merci d'être descendu de la montagne. Avec plaisir. Pour nous parler de sarriette. Et c'est vrai que tu nous as donc apporté... C'est ça le thym. C'est du thym finalement. Ça a une odeur qui se rapproche du thym. Alors, même les feuilles, elles ressemblent. Ça ressemble, c'est la même famille. Vous pouvez la croquer, elle a une saveur qui est quand même un petit peu différente. On ne fait que croquer cette semaine. Elle pique un petit peu la langue, ça fait presque une sensation d'anesthésie. David, toi t'aimes bien croquer. Purée, c'est vrai. Alors quel goût David ? Parce qu'il goûte en même temps qu'on fait l'émission. Quel goût la sarriette ? C'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est même piquant. C'est piquant, effectivement. C'est plus fort que le thym ? Alors oui, ça dépend les thym en fait. Ça dépend les thym, parce que c'est dommage que j'ai pas un peu d'un citron, parce que quoique c'est un peu citronné aussi. Il y a des odeurs citronnées. Je vais goûter aussi, allez. Je me lance. Pour le croquer, tu as la puissance qui vient de suite. Ben voilà, c'est... effectivement, ça me fait penser à ces bonbons. Quand on est gamin, c'est qui explosait en bouche. Je sais plus comment on appelait ça. Je sais pas. Un goût très fort. Un goût très fort. Et ben voilà, ça fait partie de nos vivaces méditerranéennes. Au parfum, il y en a plusieurs. Je dirais c'est plus la Provence, la sarriette. Moi, ça fait plus penser à la Provence. C'est aussi une plante de montagne, hein, parce que je crois que celle que je t'ai amenée, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus où je l'ai pris, mais je crois que c'est la sarriette des montagnes. Donc c'est un sous-arbrisseau, c'est un petit arbuste. J'en ai planté toute une ligne cette année parce que j'aime bien varier justement les saveurs, même si on a des saveurs qui se ressemblent, on peut avoir des petites variations de goût. Et voilà, j'aime toutes les vivaces, moi je l'ai souvent suffisamment dit dans l'émission. Et donc plus on en a, plus on a un éventail de saveurs à pouvoir mettre dans sa cuisine. Alors elle est originaire, on sait pas trop, Europe centrale, Asie mineure, Proche-Orient, on la retrouve dans ces endroits-là. Elle est connue encore une fois comme tout ce type d'aromatique depuis la Grèce antique. Là, à cette époque-là, on la disait aphrodisiaque. Peut-être parce qu'elle a un goût fort, en plus qui reste en bouche là. Elle était associée, je crois, au satyre. Voilà. Et ensuite, on la retrouve au Moyen-Âge, recommandée dans le jardin. On disait dans le jardin, il faut avoir telle plante, dont la sarriette. D'accord. Donc, encore comme toutes les plantes fortes comme ça, qui contiennent des huiles essentielles, de propriétés médicinales, réputées en tout cas depuis l'Antiquité. On la trouve dans les lieux ensoleillés, sur des sols légers et drainés, même caillouteux. Donc encore une fois, c'est des plantes, comme tu disais pour le rumex, des plantes warriors, quoi, qui vont résister au sec, à la sécheresse, pas trop besoin de les arroser, de s'en occuper. C'est assez facile à cultiver, hein, ça, si vous avez un jardin, ça se sème au printemps, ça réussit assez bien. Et on peut faire aussi du bouturage, mais c'est facile en semis, donc... Et est-ce que ça peut remplacer le thym dans la cuisine et peut-être apporter une autre saveur finalement
Oui, David, tu penses? Oui. Moi, je pense. J'écrivais en même temps que Sébastien parlait. Je vois bien ça sur ou un carré de veau ou un carré d'agneau de Jean-André Mamille. Oui. Et là, on ferait une sauce avec les parures. Quand on prend un agneau, on a toujours des petites chutes de viande, tu sais. Et on pourrait faire un petit jus de viande pour accompagner un carré ou une épaule d'agneau confit, cuit lentement au four, avec une bonne sauce au vin rouge, dans lequel on mettrait une belle branche à infuser de sarriette. Et je pense qu'il n'y aurait pas besoin de grand-chose, juste ces deux éléments-là, le vin rouge, l'agneau et aromatisé à la sarriette, ça ferait sûrement une superbe sauce. Comme il y a de l'huile essentielle dedans, ça ferait briller un peu la sauce. Je pense qu'on aurait un bon résultat avec un bon gigot d'agneau. Mais cette année, tu pourras en avoir, j'en ai planté beaucoup. Alors moi, je me demande, peut-être que je vais m'inventer cuisinier, mais moi, je le verrais bien dans des cannellones au broach, par exemple. Oui, tu non peux. Bien sûr, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Je me donne faim tout seul, en fait, en parlant. On a un petit aspect de menthe, quand même. Hein. Ouais, c'est ce qui me plaît dans toutes ces aromatiques. Tu as raison, hein. On a un petit aspect de menthe. Voilà, on est sur des saveurs, on a retrouvé le thym, effectivement, on l'a dit dès le début, mais il y a toujours quelque chose en plus de différent. Ouais. Et cultiver la différence, je trouve que c'est bien, que c'est beau. Et donc voilà, comme c'est des plantes qui vont bien résister, pas trop difficiles à cultiver, encore une fois, foncez dans votre jardin avec toutes celles dont on a parlé dans l'émission pour avoir un jardin varié avec des plantes à tous les étages. Et sans avoir trop de difficultés à les cultiver. Oui, pareil, parce que là... Tu peux pocher ça, je vous coupe la parole, tu peux pocher un poisson dans un bouillon de sarriette, c'est magnifique. Alors quand vous pochez un poisson, donc dans une eau chaude, hein, bien entendu, dans un bouillon de chaude, achetez-vous un petit thermomètre et piquez votre poisson avec le thermomètre pour avoir une cuisson qui se situe entre 54 et 55 degrés. C'est là où vous avez la cuisson parfaite. C'est-à-dire que le poisson n'est pas sec, il reste translucide, il n'est pas cotonneux. Il faut être habitué quand même, mais c'est là qu'il faut tendre quand on quelle que soit la taille du poisson, c'est cette température-là. 54, 50, après s'il y en a qui est un peu plus cuit, 56, mais 54 c'est top. Ouais. Et c'est là le poisson reste rosé, nacré, il n'est pas cotonneux, il se tient. Donc ça coûte 3 francs 6 sous, un petit thermomètre. Et si on prend l'habitude de cuire avec ça, on obtient des résultats déjà hautement satisfaisants, mais en plus on se donne une certaine rigueur qui nous permet de développer certaines textures qui sont contradictoires avec notre habitude de cuisson, mais qui sont tellement enrichissantes et tellement bénéfiques pour le poisson parce on garde toutes les saveurs et toute la texture. C'est pareil pour une viande, c'est pareil pour toutes les cuissons. Il ne faut jamais aller trop d'un côté ou pas assez. Et donc si on pochait ça, un bon poisson, dans un bouillon de sarriette, je pense que ça serait top. En tout cas, ça m'a l'air pas mal. J'aurais bien envie de goûter parce que... on va faire des essais. Ah là, il me fait saliver, là. J'ai pas mangé en plus. Donc, alors, je vais juste rajouter qu'on parle souvent des propriétés médicinales. Là, pour une fois, j'ai trouvé une donnée super fiable parce qu'il y a eu de longues études qui ont été faites à Montpellier sur la sarriette, sur son huile essentielle, qui est bactéricide et elle a été classée comme huile essentielle majeure. Donc des propriétés médicinales reconnues par la science et donc du coup elle était réputée en tout cas antiseptique et digestive par la tradition et ça se confirme par la science. Et tout le monde peut en avoir dans son jardin. Très facile à cultiver. Même sur la terrasse. Même en terrasse, même en pot. Alors on peut s'aménager un pot avec un terreau en mélangeant peut-être avec un peu de sable. Il faut que ça draine bien. Ça n'aime pas les excès d'eau, d'humidité, c'est des plantes de terrain sec. Donc vous l'exposez en plein soleil dans un gros pot et elle tiendra des années. Et après, comment fait-on pour l'utiliser? On le fait sécher avant de... Alors moi je pense que même fraîche. Ou pas frais, ouais. Ouais, frais. Alors, c'est une plante qui se prête à la dessiccation, donc on peut la garder séchée, mais l'avantage de l'avoir au jardin, c'est qu'on peut justement l'avoir fraîche et avoir des saveurs un peu différentes, parce qu'on perd toujours quand on sèche. Ce que tu peux faire quand tu veux sécher, c'est de mélanger plusieurs herbes aromatiques, le thym, le romarin, la sarriette, toutes ces plantes un peu sèches, toutes ces plantes un peu vivaces qui peuvent être séchées, et tu te fais un petit pot hermétique que tu fermes, tu sais, petits pots en fer. Oui. Là. Et ce mélange bon. Tu dis sur un poisson, sur une viande, sur une côte de porc que tu veux faire griller. C'est ce qu'on appelait les herbes de Provence. Voilà, tu peux, sur de belles brochettes de bœuf. Plutôt que de l'acheter au supermarché, vous pouvez. Alors ça,
plutôt que de l'acheter au supermarché, vous pouvez l'avoir au jardin frais, donc vous avez toutes les propriétés médicinales de la plante et vous avez beaucoup plus de saveur. Ouais. Voilà, donc si vous avez un jardin et un barbecue, vous mettez un peu de sarriette, un peu de thym, un peu de romarin, et vous mettez tout dans un pot, et quand vous faites vos steaks grillés ou vos brochettes, vous allez dans votre jardin et vous... Moi, même sur les légumes grillés, j'aime bien ce genre de plante. Voilà, exactement, c'est ce qu'on appelle une marinade instantanée en cuisine, c'est-à-dire par exemple une bonne huile d'olive, du citron et des herbes aromatiques que l'on fait mariner instantanément, c'est comme ça qu'on appelle une marinade instantanée, et on vient, je dirais, nourrir le poisson, les légumes que l'on veut cuire, la viande que l'on veut cuire. On vient nourrir, pas trop généreusement, mais au départ de cuisson et en milieu de cuisson, de cette préparation, de cette marinade instantanée. On vient avec un petit pinceau. Si vous cuisez au barbecue, attention, il faut pas cuire à la horizontale, il faut cuire à la verticale. On vient nourrir avec ça notre petite préparation culinaire. Parfait. Eh bien, merci pour cette nouvelle émission. C'était la dernière de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À lundi. Alors non, pas lundi, puisque ce sera le 8 mai. C'est le 8 mai. Eh oui, c'est férié. À mardi, donc, alors. Rendez-vous mardi